Avec le confinement, le télétravail a dû être mis en place. Ce télétravail, il a été très particulier puisqu'il a été imposé. Sa mise en place a été souvent très rapide, pratiquement sans préavis. Ce télétravail, il était à temps plein, alors qu'on sait bien que le télétravail, habituellement, souvent, ce n'est pas du télétravail à temps plein. Et donc, c'est un travail à temps plein sans période régulière de retour au bureau. C'était un télétravail à domicile et qui se faisait dans un environnement familial particulier. C'est-à-dire que parfois, le conjoint était également en télétravail, les enfants étaient à la maison et non à l'école. Et donc, c'était vraiment, pendant cette période, un télétravail très particulier. Donc, l'enjeu actuel pour les entreprises qui avaient mis en place ce télétravail pendant le confinement, ça va être soit de mieux se préparer à devoir remettre rapidement en place du télétravail si besoin, ou pérenniser ce dispositif, mais en l'articulant mieux avec une bonne qualité de vie au travail. Merci Pauline. Ces informations nous ont permis de replacer un petit peu le télétravail au cœur du contexte si particulier que nous sommes en train de vivre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi la question du télétravail est un sujet qui peut être ignoré aujourd'hui en entreprise ? Oui, Nathalie. Alors, pour répondre à ta question, ce qui peut être intéressant, c'est de s'intéresser à deux études. Donc, avant le confinement, il y a déjà eu des études sur le télétravail. Il y en a une notamment qui a été faite en 2018, qui est faite chaque année, mais on n'a pas encore les résultats de 2019. Donc, dans cette étude, on essaye de comprendre quels sont les impacts du télétravail. Cette étude, elle montre une première chose, c'est que pour la plupart des salariés, le télétravail a un impact positif, à la fois sur leur vie personnelle et familiale, et à la fois sur leur travail, puisque pour plus de 80% des personnes qu'on interroge, le télétravail leur permet d'être plus productifs et de rendre un travail de meilleure qualité. Cette étude met en évidence aussi que le télétravail peut avoir des impacts négatifs, forcément. Et ces impacts négatifs sont que pour 57% des personnes interrogées, le télétravail leur donne le sentiment de travailler plus longtemps. Et c'est là qu'on voit un paradoxe, puisque finalement, le télétravail est synonyme de meilleure qualité de vie, mais aussi de travail plus long. Donc, cette étude, elle nous dit quelque chose d'assez intéressant qu'il faut retenir, c'est que le télétravail est à consommer sans hésitation. Pourquoi sans hésitation? Puisque les impacts positifs sont bien plus élevés que les impacts négatifs, mais avec modération, puisqu'on sait que les impacts négatifs augmentent plus le télétravail dépasse 2 jours par semaine, et avec précaution, parce que le télétravail ne s'improvise pas. Voilà. La deuxième étude qui est assez intéressante a été menée après la période de confinement, où, vous vous souvenez, on a vécu une période de télétravail qui n'était justement pas du tout préparée, qui s'est fait de manière très rapide. Pourtant, quand on pose la question à l'échantillon de cette étude, quand on leur pose la question suivante, après la période de confinement, souhaiteriez-vous continuer à télétravailler? On a quand même plus de 45% qui nous disent oui de manière ponctuelle, 42% qui nous disent oui de manière régulière et 13% qui nous disent non. Donc on voit bien que même si pendant le confinement, le télétravail était très mal organisé et s'est fait de manière très improvisée, cette question-là, elle reste vraiment d'actualité et elle va donc faire l'objet de nombreux sujets au niveau du dialogue social. Voilà, et c'est donc dans ce sens-là qu'aujourd'hui, cette question-là, elle ne peut pas être ignorée. Donc ça, c'était donc pour vous introduire un peu juste la question du télétravail. Est-ce que Nathalie, pour commencer, tu pourrais nous définir finalement ce que c'est que le télétravail? Oui, bien sûr. Donc, quand on parle de réglementation, effectivement, et qu'on parle de télétravail, on peut déjà obtenir des réponses avec l'article 1222-9 que l'on retrouve à l'alinéa 1 du Code du travail. Donc, je vais vous lire cette définition, elle est importante. Donc, effectivement, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc ça, c'est la première chose à poser. Il n'empêche qu'au-delà de cet article, merci Pauline,
Le télétravail est encadré en France par des accords et des lois. Donc, il y a notamment l'accord cadre européen, l'ANI, que l'on va réaborder tout à l'heure. La loi du 22 mars 2012, dit loi Warsmann. Alors, du coup, est-ce qu'on pourrait rebasculer sur la diapo suivante? Voilà, merci. Donc, tous ces accords et tous ces lois, on va dire, vont nous permettre d'élargir la définition, notamment en termes de périodicité. Donc, effectivement, le télétravail pourra être régulier ou occasionnel, excusez-moi. C'est notamment l'article 1222-11 qui va en parler, qui a été modifié par une ordonnance en 2017, et qui dit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de menace d'épidémie ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste-travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Donc effectivement, on a bien tous compris que le cadre du Covid rentre complètement dans cette définition-là. Et donc effectivement, le télétravail peut devenir occasionnel et mis en place de manière assez urgente parfois. La définition peut aussi englober des lieux d'exécution variés, c'est-à-dire que le télétravail peut se faire à domicile, mais il peut aussi se faire dans un espace tiers, c'est-à-dire des espaces de coworking, par exemple. Et puis, il y a aussi une définition maintenant qui s'est élargie, notamment par rapport à la formalisation et la mise en place du télétravail. C'est-à-dire que le télétravail peut être mis en place via un accord collectif ou une charte, mais il peut aussi être mis en place via un accord commun entre le salarié et l'employeur. Donc ça, c'est aussi l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui en parle, et qui était là aussi avec pour objectif d'assouplir les conditions de mise en œuvre du télétravail. Donc, il n'est plus nécessaire que la possibilité de télétravailler soit inscrite dans le contrat de travail. Donc, effectivement, on part d'accords collectifs ou de chartes qui, notamment, doivent préciser les conditions de passage en télétravail, les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans le télétravail, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre de ce télétravail, les modalités de contrôle du temps de travail ou de la régulation de la charge de travail, mais aussi la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié. Ok, merci Nathalie. Est-ce qu'il existe uniquement le Code du travail pour définir les règles du télétravail? Alors non, effectivement, il n'y a pas que le Code du travail qui encadre le télétravail. Il y a aussi effectivement ce qu'on appelle l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel, qui est le socle de base en fait de cette réglementation, puisqu'il est à l'origine des autres textes. Il vient de l'Europe, effectivement, mais il a été donc transposé en France en 2005. Donc effectivement, cet accord est applicable pour certaines dispositions qui ne sont pas traitées par la réglementation. Donc les accords et chartes mises en place dans le cadre réglementaire actuel doivent s'articuler notamment avec l'ANI. Si on prend un exemple, l'article 8 de cet accord prévoit que l'employeur, les représentants du personnel et les autorités administratives compétentes ont accès au lieu où effectuer le travail. Alors concrètement, ces personnes ont accès au domicile sur un nombre très limité de situations, et s'ils le font, cela ne peut être qu'avec l'accord du salarié. Donc, généralement, ce qui se fait pour le télétravail à domicile, c'est une attestation sur l'honneur de la conformité des lieux qui est demandée et qui se réduit très souvent à la conformité du réseau électrique. Alors, concrètement, comment ces définitions que l'on a vues, comment cette partie réglementaire s'applique pour l'employeur? Donc, en termes de responsabilité et de prévention au travail, il ne faut pas perdre de vue la base en fait, de la réglementation pour l'employeur. Quel que soit le risque, en fait, on doit toujours se référer à l'article du Code du travail, l'article 41-21-1, qui dit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Donc, bien évidemment, l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures
pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Donc ça, vraiment, quel que soit le risque, hein, que l'on parle du Covid, que l'on parle du travail en hauteur, du risque chimique ou même du télétravail, il faudra toujours garder en tête cet article 41-21. Ensuite, si on affine un petit peu et que l'on zoome sur ce que l'on peut voir sur le télétravail, il y a aussi l'article 4 hein, de l'accord du 14 juin 2018 qui dit que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'office. Cependant, l'employeur n'a pas la maîtrise du cadre et des conditions dans lesquelles se trouve le salarié. Donc, à domicile, effectivement, l'aménagement du poste de travail se fera par le salarié. Et dans un autre lieu, dans un espace de coworking, par exemple, la mise à disposition de l'environnement se fait par un tiers. Et cette personne n'a pas les mêmes responsabilités que l'employeur. Donc, concrètement, en termes d'obligations, ce que l'on peut dire aussi avec l'article 1222-10, qui a été modifié par l'ordonnance en 2017, hormis effectivement ces obligations de droit commun vis-à-vis des salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail de plusieurs choses, notamment informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions. Il doit aussi lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail, qui correspond bien évidemment à ses qualifications et compétences. Et il doit aussi organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail. Merci Nathalie pour ces précisions réglementaires qui ne sont pas toujours simples à comprendre. Mais finalement, quelles recommandations principales tu peux faire aux employeurs quand la mise en place du télétravail est décidée? Alors, pour conclure cette partie réglementaire, effectivement, ce que l'on pourrait dire en termes de recommandations pour l'employeur, c'est d'intégrer le télétravail et toutes ses particularités dans le document unique, donc document d'évaluation des risques professionnels, en précisant notamment si le télétravail se fait à domicile ou dans un tiers-lieu. Donc, effectivement, c'est le cas pour le télétravail, mais c'est le cas pour tous les autres risques. Plus vous serez précis dans l'analyse des risques et dans l'évaluation, plus votre document unique sera riche et plus derrière, le plan d'action pourrait être efficace et améliorer les conditions de travail. D'autre part, en cas de contractualisation dans un espace de coworking, c'est-à-dire lorsque le télétravailleur n'est plus à son domicile, il serait important d'intégrer dans le cahier des charges toutes les particularités en matière de santé et de sécurité, afin que la personne qui est responsable du lieu ait bien les informations nécessaires pour la santé et la sécurité de vos salariés. Merci Nathalie. Voilà, donc effectivement, j'en ai fini avec la partie réglementaire. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie, à savoir le télétravail, comment le mettre en place concrètement. Donc, Pauline va nous présenter cette partie. Alors déjà, il y a plusieurs étapes. Donc là, moi, je vais vraiment vous présenter le dispositif à mettre en place quand une entreprise décide de se lancer dans la mise en place du télétravail. Pas de manière urgente, parce qu'on sait bien que dans le cas du confinement, on n'a pas pu, je dirais, faire toutes ces étapes tellement les choses se sont faites rapidement. Mais je dirais, dans l'idéal, il faut essayer de suivre ces étapes-là. On sait bien qu'on est dans l'idéal et qu'on est aujourd'hui dans une situation particulière. Donc, la première étape, c'est de créer, de mettre en place une cellule dédiée. Je vais y revenir après. Donc là, je vous présente les différentes étapes et puis après, on expliquera précisément comment se déroulent ces étapes. Donc, la première étape, mettre en place une cellule dédiée. Deuxième étape, définir les activités télétravaillables. Ensuite, définir les modalités pour les mettre en œuvre. Pour ensuite faire un suivi et éventuellement aller vers une stabilisation au niveau de l'organisation du télétravail dans l'entreprise. Le plus important, c'est que cette démarche de mise en place du télétravail, elle se fasse de manière participative. Alors, comment construit-on une cellule dédiée? Alors, comment on construit une cellule dédiée? Le plus important, ça va être de construire une cellule qui soit pluridisciplinaire.
avec des représentants de la direction, bien sûr, des représentants des instances. S'il y a un responsable RH, il est important, bien sûr, qu'il y participe, des managers et éventuellement des salariés en plus, si jamais ils ne sont pas représentés dans ceux que je viens de vous énoncer. Ce qui est important aussi, c'est que cette cellule soit mixte en termes d'hommes et de femmes pour que l'ensemble des enjeux soient balayés. Après avoir, je dirais, donc créé cette cellule, il va falloir réfléchir aux objectifs, c'est-à-dire quels sont les enjeux de la mise en place du télétravail au sein de mon entreprise. Est-ce que je mets en place le télétravail pour une raison sociale, c'est-à-dire par exemple pour faciliter l'accès ou le maintien dans l'emploi de profils vulnérables ou de favoriser aussi, je dirais, l'articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle? Est-ce que c'est pour cet enjeu-là qu'on met en place le télétravail? Est-ce que c'est finalement pour un enjeu organisationnel, notamment pour développer des nouvelles manières de manager? Est-ce qu'on va plutôt avoir une approche individuelle du télétravail, c'est-à-dire qu'on va dans cette cellule étudier les cas individuels un par un et décider de est-ce que oui, c'est possible ou est-ce que non, ce n'est pas possible de mettre en place le télétravail? Ou est-ce qu'on va plutôt avoir une approche collective pour, je dirais, améliorer la performance de l'équipe en faisant appel à du télétravail, puisqu'on sait, mais on y reviendra après, que certaines activités peuvent être mieux je dirais, gérées en télétravail. Ensuite, ce qui est important, c'est de communiquer sur l'existence de cette cellule au sein de l'entreprise, que je dirais l'ensemble des salariés sachent que le sujet du télétravail est un sujet qui est abordé. Et donc de communiquer et de nommer peut-être un chef de projet qui pourra éventuellement être identifié comme le référent télétravail. Comment peut-on repérer les activités qui sont télétravaillables? Alors déjà, le plus important, c'est de penser activité plutôt que métier. Parfois, et avant le confinement ou pendant le confinement, on avait en tête qu'il y a certains métiers qui ne sont absolument pas télétravaillables. L'idée là, c'est plutôt de dire quelles sont les activités qui, dans chaque métier, peuvent être télétravaillables. Alors, comment on repère finalement une activité télétravaillable? Donc ça va dépendre de chaque métier. On sait aujourd'hui que les activités qui sont le plus facile à faire en télétravail, ce sont toutes les activités qui nécessitent du calme, toutes les activités qui nécessitent beaucoup de concentration et toutes les activités où il est particulièrement bénéfique de ne pas être interrompu. Donc, on peut imaginer que dans chaque métier, ces activités peuvent exister. On sait par exemple que les activités de back-office sont facilement possibles à faire en télétravail. On sait par exemple que tout ce qui est service client peut être fait en télétravail si bien sûr les outils numériques sont mis en place à la maison ou dans les tiers-lieux. Donc l'idée, ça va vraiment être de penser à activité plutôt que métier et d'évaluer pour chaque activité quels sont les avantages et les inconvénients à télétravailler. Quand je dis ça, ça va être de réfléchir pour chaque activité à quel est l'avantage pour le salarié à qu'il fasse cette activité en télétravail, quel est l'avantage pour l'entreprise qu'il le fasse en télétravail et quel est l'avantage pour le client. Et on va faire la même chose pour les inconvénients. Donc voilà, tout ça, il va falloir que ça se fasse en cellule dédiée et avec la participation des salariés qui sont eux-mêmes en situation de travail régulièrement. Alors, est-ce que dans cette mise en œuvre, on peut définir différentes étapes? Est-ce qu'il y a une méthodologie qui peut être respectée, qui peut être suivie? Oui, alors on va essayer vraiment de suivre la méthodologie qui est présentée sur notre PowerPoint. On va essayer vraiment de comprendre quels sont les salariés qui vont être concernés par le télétravail, quelles sont les missions qui vont être à réaliser, quels lieux vont être retenus pour le télétravail, à partir de quand. On va aussi réfléchir, mais ça on y reviendra dans la suite de cette présentation, à quels sont les horaires de disponibilité pour le télétravail, quelles sont les règles de déconnexion, mais on va y revenir. Et ensuite, sur le comment, c'est-à-dire quels moyens techniques il faut mettre en place pour que le télétravail soit possible, quelle formation éventuellement il faut prévoir, par exemple sur les outils de visio ou sur d'autres outils. Quelles modalités managériales il va falloir mettre en place, encore une fois on en parlera après. Et est-ce qu'on met en place une expérimentation si on a le temps, si on est hors Covid ou, voilà.
encore une fois, il va falloir faire participer les salariés concernés. Et lorsqu'on a fait tout ça, est-ce que c'est terminé? Est-ce que d'autres choses à faire? Donc, quand on a fait tout ça, on va donc mettre en place le télétravail, mais on ne va pas s'arrêter là. Ce qui est très important, c'est soit lors de l'expérimentation, soit lors de la mise en place du télétravail pour certains salariés ou pour l'ensemble de l'entreprise. Ce qui va être très important, ça va être de demander aux salariés de remplir un carnet de bord. Alors, un carnet de bord, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre aux salariés d'identifier les contraintes et les ressources qu'il ressent pour effectuer son activité en télétravail. Ça va lui permettre de savoir qu'est-ce qui lui manque comme outil, comme formation, qu'est-ce qui lui permet de bien travailler en télétravail et qu'il faut absolument garder. Par exemple, au niveau managérial, à quelle fréquence doivent avoir lieu les réunions. Donc, sur son carnet de bord, le salarié va écrire tout ça. Il va aussi décrire les effets positifs et négatifs du télétravail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il va essayer d'identifier quelle est la valeur ajoutée de faire certaines activités en télétravail et peut-être de mettre en évidence que certaines activités qui paraissent facilement possibles à faire en télétravail ne le sont pas forcément. Donc l'idée, ça va vraiment être de faire un suivi. Ce carnet de bord, il va permettre aussi peut-être de se rendre compte pour certains salariés qu'ils ne sont pas faits pour le télétravail, puisque en fonction, je dirais, de notre capacité à nous organiser, de notre capacité à travailler de manière isolée longtemps. On n'est pas tous égaux en fait devant nos... Pardon. On n'est pas tous faits pour le télétravail. Et donc ça peut, une expérimentation ou du moins le remplissage de ce carnet de bord peut nous permettre de se rendre compte de la faisabilité ou pas du télétravail. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de reprendre l'ensemble de ces carnets de bord en cellules dédiées pour éventuellement proposer des améliorations dans l'organisation du télétravail. Est-ce que cette fois-ci, c'est OK? Est-ce que tout est bon lorsqu'on a fait tout ça, lorsqu'on a réalisé toutes ces étapes et cette méthodologie? On peut juste terminer, je dirais, cette méthodologie, mais ça se fait, je dirais, au bout de quelques mois, quand le télétravail est mis en place ou quand on est après une période de télétravail exceptionnelle. Donc, l'idée, en tout cas, c'est quand on peut faire un premier bilan, il est important de faire un premier bilan en essayant de repérer quelles sont les bonnes pratiques à conserver, quelles sont les pratiques à éviter et quelles sont les pratiques à aménager. Cela peut permettre ensuite d'aller soit vers une charte, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation d'aller vers une charte, mais on sait que quand le télétravail est mis en place depuis un certain temps, ça peut être intéressant d'aller vers une charte ou d'aller vers un accord avec les instances représentatives du personnel. Voilà. Mais déjà, ça fait un bon dispositif à mettre en place. Merci Pauline pour toutes ces informations. Alors, donc on va passer à la troisième partie, qui est la manière d'aménager son poste de travail. Donc, est-ce que Emma, tu vas pouvoir nous parler de tout ça? Est-ce que tu peux nous dire, Emma, dans quel lieu peut se dérouler le télétravail? Oui, merci. Le télétravail, on l'a vu un petit peu déjà, peut se passer dans différents lieux. Des lieux conçus pour le télétravail et aménagés en conséquence, qui sont des tiers-lieux ou espaces de travail collaboratifs, par exemple les espaces de coworking ou les télécentres. Ils se situent à proximité du domicile des salariés et proposent différents espaces de travail et des équipements professionnels. L'aménagement va nécessiter beaucoup moins d'attention que le domicile des salariés. La plupart du temps, quand même, les salariés télétravaillent chez eux. Et là, en revanche, c'est à lui d'essayer d'aménager son espace de travail pour limiter les risques de troubles musculo-squelettiques, de douleurs, et travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc, on va voir d'abord les recommandations générales pour l'ergonomie de l'espace de travail et ensuite celles qui concernent la position de travail devant l'écran.
Alors, je veux bien qu'on revienne un petit peu en arrière, Pauline, s'il te plaît. Chez lui, idéalement, le télétravailleur va devoir trouver un espace qu'il va dédier à son travail. Cela va lui permettre d'être plus au calme, moins souvent dérangé s'il n'est pas seul à la maison, de mieux se concentrer et aussi de mieux séparer les temps de la journée. Sur son espace de travail, il va y avoir quelques points à passer en revue. L'éclairage de son poste devra être au moins pour une partie naturelle. Dans le meilleur des cas, il faudra qu'il ait une fenêtre. Le mobilier de travail va devoir être choisi. La meilleure solution, c'est d'avoir une table de bureau et un siège qui se règlent. Quelquefois, cela ne sera pas possible. Il faudra qu'il veille à la position de son écran sur la table, sur le bureau. L'écran devra se situer idéalement face à son visage, à la bonne hauteur pour le cou, et perpendiculaire à la lumière naturelle, à la fenêtre, pour éviter d'être ébloui ou d'avoir des reflets sur l'écran. Et ainsi reposer le mieux ses yeux. La température de la pièce doit être agréable, le niveau de bruit doit être le plus bas possible pour la concentration et pour les appels téléphoniques. Et enfin, il faudra qu'il soit installé dans une pièce où le système électrique est sûr pour qu'il soit en sécurité. Voilà pour la partie ergonomie générale. Ensuite, les recommandations pour la position de travail. Le cou et la tête doivent être droits le plus possible, c'est-à-dire ni trop fléchis, ni trop étendus, et les épaules relâchées. Ça, c'est très important pour ne pas souffrir des muscles du haut du dos, du cou ou des épaules. Pour que les épaules soient relâchées, en général, il faut que le coude soit près du corps. Les coudes doivent être fléchis à 90 degrés et les avant-bras parallèles au plan de travail. Nous allons voir ensuite sur les photos de télétravailleurs que si l'assise n'est pas réglable en hauteur, ce point est difficile à obtenir. Les poignets devront être dans le prolongement des avant-bras. Et pour les membres inférieurs, ce qui est conseillé, ce sont les cuisses parallèles au sol, les genoux à 90 degrés et les pieds à plat, posés soit sur le sol, si c'est possible, soit sur un repose-pied ou un autre objet que l'on aura mis à la place à la maison. Ce qu'il faut savoir et ne pas oublier, c'est que lorsqu'une position statique est prolongée, elle ne sera jamais très confortable et il faudra essayer de bouger au maximum. Qu'une position statique prolongée pourra entraîner un risque de douleur et on l'a vu tout à l'heure, surtout au niveau des muscles du cou, des épaules et des membres supérieurs. Muscles et tendons, les tissus mous, ce sont les troubles musculo-squelettiques qui sont maintenant bien connus. Enfin, nous allons le voir avec les photos, l'installation de l'espace de travail et la position de travail vont dépendre du matériel que l'on a à disposition. 3 types de situations sont les plus fréquentes. Soit on n'a que son ordinateur portable, soit on peut avoir un clavier et une souris que l'on branche sur l'ordinateur portable. Et dans le meilleur des cas, on va aussi avoir l'écran fixe que l'on va mettre à la place de son ordinateur. Dans tous les cas, les avant-bras vont être posés sur le plan de travail et on essaiera d'avoir les coudes près du tronc pour le repos des épaules. On va regarder les photos d'un télétravailleur dans les 3 situations. Alors, il est installé sur une table de salle à manger. On ne le voit pas, mais la lumière est à distance, la lumière naturelle est à distance, donc c'est plutôt mieux. Et en face, donc un petit peu éblouissant, mais puisqu'elle est à distance, c'est moins important. Il travaille sur son portable et du coup, la distance œil-écran est un petit peu plus courte que celle qui est recommandée d'un bras tendu. Et son cou est un petit peu plus fléchi qu'il ne faudrait.
Comme l'assise n'est pas réglable, ce télétravailleur a les coudes qui reposent sur la table, mais en écartant un petit peu le bras. Et l'avant-bras n'est pas parallèle au plan de travail. Le poignet dans le prolongement de l'avant-bras, les membres inférieurs et les pieds sont en bonne position. Sur la deuxième diapositive, il a pu avoir un clavier et une souris, et donc à ce moment-là, il a pu éloigner un petit peu son portable, le rehausser avec les livres qu'il a trouvés. Du coup, pour le cou, c'est beaucoup mieux, il est droit. Les épaules sont un peu plus relâchées parce que le cou n'est pas tendu vers l'avant. Les avant-bras, eux, sont toujours un petit peu trop bas par rapport au plan de travail, et le membre inférieur et les pieds sont en bonne position. Dans la troisième situation, le télétravailleur a un bureau et avec un siège réglable. Du coup, tout est assez conforme aux recommandations. Le cou et la tête en bonne position. Alors, on ne le voit pas, mais l'écran est assez éloigné. Hein, il est à la bonne distance. Il l'a rehaussé quand même parce qu'il était un peu bas. Les épaules sont détendues. L'avant-bras est au niveau du plan de travail et la main dans son prolongement. C'est sur le plan de la position, pas mal du tout. Ensuite, là, sur l'ergonomie générale, on peut remarquer que la lumière est trop près du poste de travail et que probablement, venant du côté, elle va le gêner. Donc, il faudra quand même qu'il se repose les yeux. Et aussi, on peut remarquer qu'il s'est installé contre un mur, ce qui n'est pas très confortable pour deux raisons. La première, c'est que pour étirer les membres inférieurs, ce n'est pas très facile, il faut reculer le siège. Et puis, pour que le regard se porte au loin et reposer les yeux, lorsqu'on réfléchit quelques minutes, eh bien, il va falloir pivoter sur le siège parce qu'il y a un mur devant le visage. Voilà pour la position de travail. Ensuite, il y a quand même d'autres points particuliers à prendre en compte. Par exemple, le port de verre correcteur va nécessiter, progressif, va nécessiter d'abaisser un petit peu l'écran car la correction pour la vision de près se situe sur le bas du verre. L'utilisation de documents papier va être possible et il est recommandé d'installer un porte-document ou un autre objet qui va faire fonction de porte-document en arrière du clavier ou sur le côté près de l'ordinateur portable. Deux écrans utilisés à la fois sont possibles et il est recommandé de les mettre à la même profondeur sur le plan de travail, face au visage et côte à côte. Enfin, concernant les appels téléphoniques, il n'est pas recommandé d'essayer de se servir du clavier en coinçant le téléphone entre l'oreille et l'épaule, mais plutôt d'utiliser la fonction haut-parleur si c'est possible ou des écouteurs pour avoir les mains libres. Si c'est possible, si on n'a pas besoin d'utiliser l'ordinateur, il vaut mieux essayer de prendre ces appels en se mettant debout pour couper un peu de la position assise. Il faut aussi se souvenir, lorsqu'on travaille sur l'écran, et encore plus à la maison parce qu'on ne sera pas toujours autant sollicité qu'au bureau, qu'être bien installé n'est pas suffisant, que l'organisation du travail va devoir faire l'objet d'une réflexion personnelle et aussi au niveau équipe et entreprise, et bien sûr que la communication est très importante. Je termine la partie sur l'ergonomie avec des conseils pour les employeurs et les managers. Les salariés devront être informés sur les principes élémentaires de l'aménagement de leur poste de travail et il faudra rester à disposition des salariés pour conseiller s'ils sentent de l'inconfort. Enfin, il faudra penser à définir des modalités de secours en cas d'accident à la maison et en informer les salariés. Voilà, Merci. Pauline. Merci Emma pour toutes ces précisions d'ergonomie.
Est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement des outils numériques à mettre en place? Bien sûr, les outils numériques sont indispensables pour le télétravailleur et l'entreprise devra mettre à sa disposition les équipements nécessaires, en particulier l'ensemble des systèmes informatiques et de communication qui vont lui permettre de réaliser son travail. Je vais commencer par des préconisations générales. Il faudra permettre aux salariés de jauger de la qualité de leur connexion à Internet et de tester la connexion au réseau sécurisé. Il faudra rappeler les règles de sécurité informatique essentielles, prendre en charge les différents abonnements, le coût des connexions Internet, et penser que le service support informatique devra répondre aux demandes spécifiques des télétravailleurs. Il devra être réfléchi aussi, en particulier pour gérer les dysfonctionnements. Pour les salariés, il faudra veiller à ce qu'ils aient l'accès à l'ensemble des logiciels et à tous les fichiers dont ils ont besoin, à leur maîtrise des outils qu'ils vont utiliser. Le choix des outils adaptés sera fait en équipe avec eux. Ils seront formés à distance si nécessaire pour utiliser ces outils. Et il faudra qu'ils aient des supports aussi à leur disposition pour l'utilisation des outils nécessaires. Enfin, il faudra essayer de favoriser les coopérations entre les salariés pour qu'ils puissent, entre eux, se donner les bons tuyaux, les astuces. Sur la diapositive suivante, je crois que je mets des exemples d'outils et les fonctionnalités que l'on peut en attendre. La plupart d'entre eux sont multifonctionnels et sont disponibles aussi sur les téléphones mobiles. Ils peuvent permettre de rester en contact. Nous les utilisons au quotidien, les mails, les chats. Ils permettent aussi parfois de partager ou de stocker des informations, des données, de travailler ensemble. Ils sont très nombreux à la gestion de projets, à l'écriture de documents, planifier des réunions, par exemple le Doodle qui est très connu, qui peut être gratuit dans certaines versions. Des visioconférences dont on s'est beaucoup servi avec cette épidémie de Covid, et puis de manager à distance parfois. Une longue liste se trouve sur le site gouvernemental de télétravailler.fr. Elle n'est pas exhaustive, mais elle est large. Voilà ce que l'on peut dire sur les outils numériques que nous allons utiliser en télétravail. Merci Emma pour cet éclairage sur l'aménagement du poste de travail. Donc, cela nous permet de bien comprendre effectivement que l'aménagement du poste n'est pas anodin, que les outils numériques doivent être réfléchis, que beaucoup de choses effectivement sont nécessaires pour que le télétravail se passe au mieux. Nous allons maintenant aborder la 5e partie de cette présentation, notamment en passant la parole à Chloé Brault, qui va nous expliquer un petit peu l'articulation des temps de travail et de l'hygiène de vie lorsque l'on est en télétravail. Oui, alors effectivement, pour commencer, si on reprend les données vues en introduction, on a vu qu'il y a 80% des télétravailleurs qui observent plutôt des impacts positifs pour cette forme de travail, d'un point de vue familial et personnel surtout. Donc, par exemple, ce qu'ils vont apprécier, c'est la suppression ou la réduction, si jamais ils sont en coworking, des temps de transport. Donc, ils vont déjà avoir un gain de temps, soit pour le personnel, soit pour le professionnel, et moins de stress et moins de fatigue dû à ces transports. Ensuite, ce qu'ils apprécient aussi, c'est ce meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc, avoir une meilleure qualité de vie grâce à une organisation qui permettra pour eux de profiter plus de leur vie de famille ou de leur passion ou de leurs loisirs. Une autre chose très plus côté professionnel qu'ils apprécient, c'est qu'ils gagnent en autonomie et en responsabilité. Malgré les liens qu'on va essayer de garder avec le manager,
malgré tout, chez nous, on est souvent seuls. Donc, ils vont des fois prendre plus de décisions ou plus d'initiatives. Ils vont avoir un peu plus le choix aussi dans la façon de procéder et ils organisent leur environnement de travail avec des objets à eux qui peuvent des fois être pour certains, plus agréables. Et du coup, ce dernier point, l'autonomie et la responsabilité, ça peut aller plus loin. Ça peut aller à améliorer aussi l'efficacité ou même la motivation. Pour ça, on l'a vu, tout le monde n'est pas forcément fait pour le télétravail, parce qu'il faut que le télétravailleur soit quand même un minimum organisé pour avoir cette efficacité. Cependant, il y a quand même un point, il faut quand même rester vigilant au télétravail et qu'il faut prendre en compte, c'est le risque d'accroître le temps passé avec un comportement sédentaire. Donc en effet, on a l'impression d'avoir les mêmes situations avec la situation habituelle au travail et la situation chez soi. Mais en fait, il y a bien des différences qui existent. Par exemple, par rapport au bureau, chez nous, au début en tout cas, on va avoir moins d'automatisme. Souvent, la maison ou l'appartement est plus petit, donc on va un peu moins se lever, faire moins d'allers-retours, moins de pas. Et on va avoir les choses plus à proximité en fait, de là où on travaille. Mais de quoi on parle exactement quand on parle de sédentarité ou de comportement sédentaire? En fait, ce comportement, il se caractérise par une posture assise. Je parle bien dans le cadre professionnel, parce que sinon il peut être aussi allongé, mais dans le cadre professionnel, une posture assise, en situation d'éveil. Et en fait, on va avoir une très faible dépense énergétique, donc ça va se résumer à tenir le téléphone ou écrire avec le clavier ou cliquer avec la souris. Donc, en situation professionnelle, ce comportement sédentaire, il va se retrouver en particulier beaucoup au télétravail et plus largement dans tout ce qui va être des situations avec des maintien prolongé de posture assise au bureau devant un écran ou lors aussi de réunions, par exemple. Et ça, ce problème, ce comportement sédentaire à court et à moyen terme, il peut avoir des impacts sur la santé d'un point de vue physique et d'un point de vue aussi mental. Donc, pour éviter ce phénomène, il est tout à fait évitable, il n'y a pas de souci. Il est nécessaire de mettre des mesures de prévention adaptées face à cet éventuel point de vigilance. Donc, pour ça, en télétravail, déjà, il faut bien s'organiser, il faut être efficace. Et ça ne s'improvise pas. Donc, la première chose en télétravail, c'est de se créer des habitudes et de se trouver ses propres routines pour trouver en fait un rythme. C'est très important d'avoir une journée rythmée. Donc, pour cela, je vais vous présenter différentes bonnes pratiques divisé en 5 thèmes qui seraient les pauses, un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle, l'activité physique régulière et plus généraliste, mais je vais accentuer sur un ou deux points parce qu'on va le revoir, enfin on peut le revoir dans plein d'autres thématiques, mais elles sont importantes pour le télétravail, le sommeil et l'alimentation. Donc tout d'abord les pauses. Les pauses, c'est important de s'accorder des pauses et de bien diviser le temps pour le télétravail et le temps pour se détendre. Donc, en fait, au bureau, on ne s'en rend pas compte, mais ces pauses, elles se font automatiquement. Lorsque vous parlez avec un collègue, quand vous allez aux toilettes, quand vous allez prendre votre café, quand vous allez à la photocopieuse, enfin, toutes ces actions-là, en fait, vous vous levez. Mais c'est un automatisme, on ne s'en rend même plus compte. Donc, en fait, l'effort physique, même s'il n'est pas très important, il est quand même là. Et en télétravail, ça, c'est plus difficile, parce que souvent, sauf dans le cas là, du Covid, on est souvent seul ou au moins seul dans la pièce. Et si on ne marque pas bien ces temps de travail et ces temps de pause, on n'arrivera pas à être bien concentré. Donc, le but, c'est vraiment ce rythme avec temps de travail, temps de pause. Et la grosse difficulté aussi, c'est de ne pas se laisser distraire. Donc, petite astuce pour les distractions. Vous pouvez vous lister toutes vos sources de distraction et vous allez les accorder pendant vos temps de pause. Par exemple, ça va être les réseaux sociaux, je sais pas, arroser les plantes. Il y a plein de choses qu'on a envie de faire à la maison, mais qu'il faut consacrer que pour les pauses et pas être distrait pendant notre temps de concentration et de travail. Ces pauses, elles doivent être actives, courtes et régulières.
Donc, entre autres pour les yeux, pour avoir des pauses visuelles. Donc, en fait, c'est toujours bien de ne pas fixer tout le temps son écran, donc de regarder au loin, de regarder ailleurs et autre chose qu'un écran. Donc, on ne va pas aller regarder la télé pendant sa pause. Et aussi pour le cerveau, donc plus une pause cognitive, donc un peu coupée de ce qu'on était en train de faire. Surtout, des fois, ça peut être un peu une grosse concentration, donc c'est bien de faire des micro-coupures sur ce genre de choses. Et active, donc ça c'est se lever de sa chaise dans tous les cas, au moins 2 minutes, et même dans d'autres études jusqu'à 5 minutes, et de bouger et de s'étirer. Donc en fait, pourquoi aussi les pauses régulières? Parce que dans d'autres études, il a été prouvé que dans 10%, que dans beaucoup de cas, les gens arrivent à gagner 10%, un télétravailleur arrive à gagner 10% de performance en plus en effectuant des pauses. Ils ont essayé de trouver un rythme à peu près moyen qui correspondrait pratiquement à tout le monde. Après, c'est adaptable en fonction de votre activité. Ça serait de faire en gros 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Dit comme ça peut paraître énorme en pause, mais en fait, c'est réellement ce qui se passe au bureau quand un collègue vient vous interrompre ou autre. Alors, des fois, ça va être 1 heure et 10 minutes de pause. Enfin, après, c'est pour ça que je dis ça s'adapte. Mais c'est réellement ce qui se passe au bureau, donc c'est important de le garder en télétravail et de se l'imposer. C'est ça le plus dur, c'est de se l'imposer, de ne pas s'oublier. Après, l'autre point, c'est l'équilibre de vie privée et l'équilibre vie professionnelle. Et comme on le sait, c'est parfois difficile d'avoir une seule pièce dédiée au télétravail. On n'a pas tous des maisons énormes. Donc, le but, c'est que dans cette pièce, une fois qu'on a fini le travail, ça revient bien une pièce de la maison et pas une pièce travail. Dans la mesure du possible, évitez d'avoir votre pièce de télétravail dans la chambre, puisque d'avoir ça au coucher, on le reverra pour le sommeil, c'est un peu moins. Enfin, pour le cerveau, ça ne fait pas une réelle coupure. Et à nouveau, on revient sur la chose la plus importante, c'est de planifier sa journée. Donc vraiment un planning, organiser sa journée avec le travail, en fixant des horaires et en prévoyant une vraie pause de midi. Ça, souvent, vu qu'on est seul, on a tendance à la faire assez rapidement et devant son écran. Le matin, le mieux, c'est des conseils, si vous faites comme si vous allez au bureau, donc vous habillez, vous prenez le même temps dans la salle de bain et vous prenez un vrai petit déjeuner. Évitez dans la mesure du possible de prendre votre petit déjeuner au moment où vous commencez de travailler. Je ne dis pas qu'au bureau, quand vous arrivez, vous ne reprenez pas un café, mais ce n'est pas un vrai petit déjeuner. Souvent, vous avez déjà mangé avant et c'est votre deuxième café, thé. Des fois, c'est pour dire bonjour, etc. Ça ne vous empêche pas de prendre un deuxième café quand vous commencez, mais juste prenez un vrai repas avant de commencer de travailler. La pause du midi, j'y reviens après dans l'alimentation, mais par contre, la fin de journée, il est très important de se prévoir en fait une vraie clôture de journée. Ça va commencer par ranger son poste de travail, donc de bien ranger toutes ses affaires professionnelles pour qu'il n'y ait pas des rappels dans la soirée directement reliés à votre cerveau, que vous arriviez à être tout le temps dans votre vie personnelle le soir. Et ensuite, le but, c'est d'éviter les écrans. Donc, le but, c'est d'avoir un temps dynamique, donc de sortir, d'aller chercher ses enfants, de faire la cuisine, de faire du sport, mais quelque chose où c'est ni télé, ni téléphone, ni ordinateur. Ça, c'est très important pour, à nouveau, les yeux, le cerveau et pour le corps en général. Donc, en fait, il faut réussir à déconnecter et faire très attention aux tentations de téléphone professionnel le soir où souvent vous avez votre boîte mail. Donc voilà. Et juste aussi sur les horaires, ça peut aussi s'organiser en interne à l'entreprise avec tous les éléments, les outils qu'on a vus auparavant. Juste rapidement, j'ai une phrase pour le sommeil et l'alimentation. Le sommeil récupérateur, donc juste éviter les écrans après le travail, ça je l'ai dit, parce que ça n'aidera pas à s'endormir. Donc éviter de retoucher à toute affaire professionnelle après le repas du soir.
Et surtout, respectez votre horloge biologique. Donc, souvent, votre corps vous le dit quand il est temps d'aller vous coucher. Il faut l'écouter, aller se coucher de suite. Ça vous aidera à nouveau avoir une meilleure performance et une meilleure concentration, surtout quand on est seul à la maison. Et d'essayer d'avoir un rythme régulier sur nos horaires de coucher et de lever. Et enfin, juste la dernière tentative qu'on peut avoir, c'est l'alimentation avec le grignotage. À la maison, on est souvent proche de notre cuisine, on sait ce qu'il y a dans notre cuisine, on aime tout ce qu'il y a dans notre cuisine. Donc, attention à ne pas se laisser dépasser par ce grignotage qui, en plus, est souvent plutôt pas très bon, plutôt hypercalorique et non diététique. Donc, à la limite, faites-vous des petites pauses goûter si vraiment vous êtes trop tenté, mais grand maximum. Et attention à la pause du midi, de prendre une vraie coupure et pas devant son travail. Voilà pour les bonnes pratiques. Merci Chloé pour toutes ces précisions qui vont, j'imagine, bien vous permettre de vous organiser en télétravail. Une des dernières dimensions sur lesquelles il faut être vigilant au niveau du télétravail est la question du management, c'est de la cohésion d'équipe. Magali, est-ce que tu pourrais nous dire en premier lieu pourquoi ces deux dimensions sont à prendre en compte ? Oui, tout à fait. En fait, au-delà des enjeux biologiques et ergonomiques, il existe quand même des enjeux psychosociaux au télétravail parce que psychologiquement, socialement, il y a des risques très spécifiques à cette situation de travail à distance, notamment le risque du sentiment d'isolement et de perte du sentiment d'appartenance. Alors, le sentiment d'appartenance, dans le jargon psychologique, il renvoie en fait à cette notion que l'être humain est en fait un animal social, et lorsqu'il appartient à un groupe social, un groupe culturel, une tribu, une famille, n'importe, il se constitue des mécanismes particuliers qui va créer son sentiment d'attachement, son sentiment de légitimité et son sentiment de sécurité au sein de ce groupe. Le sentiment d'appartenance, il est très important, mais parfois très sous-estimé lorsqu'il rejoint une équipe. Autre risque spécifique, le risque d'hyperconnexion. Parce que effectivement, les stimuli apportés par les nouvelles technologies de l'information et la communication sont très particulièrement appréciés par la façon dont on fonctionne cognitivement et intellectuellement. Et on sait que c'est très difficile de résister à la tentation de regarder des notifications, des nouveaux messages. Et c'est parfois compliqué de mettre à la limite. Ensuite, il y a un sentiment à gérer qui est le sentiment de surcharge, le sentiment de travail qui déborde parce que justement, on n'est pas forcément... on sait qu'on a théoriquement les horaires de travail de l'entreprise, mais on n'a pas les bornes temporelles qui nous permettent de les délimiter normalement comme lorsqu'on se rend sur le lieu de travail. On n'a pas en tête le temps de transport qu'il nous faut, le temps d'arriver au bureau. Parfois même, certaines personnes pointent lorsqu'ils arrivent au bureau. Donc ça donne un timing dans la tête qui permet de donner un début et une fin à une tâche, ce qui n'est pas forcément le cas à la maison. On va dépendre uniquement de nos capacités à initier et terminer un moment de travail. Et on peut très facilement se sentir débordé, soit quantitativement, soit qualitativement par une charge de travail. Et enfin, effectivement, la question de la gestion de l'autonomie est importante il faut s'y intéresser. Bien évidemment, l'autonomie, c'est quelque chose de très valorisant et très recherché par les individus, parce qu'on est tous voués à apprécier d'avoir une compétence reconnue et de pouvoir faire les choses par soi-même. Maintenant, la gestion de l'autonomie, c'est important de ne pas... l'autonomie, c'est un juste milieu, c'est pas de l'abandon, c'est pas de la négligence. Voilà. Et il ne faut pas que le salarié à distance ait le sentiment de se sentir à l'écart sans qu'on s'intéresse à sa situation. Donc, ces enjeux-là vont nécessiter des mesures de prévention particulières et adaptées. Merci Magali. Donc, en termes de prévention, si on s'intéresse à la thématique du management, il faudrait être vigilant à quel niveau ? Alors, à plusieurs niveaux. En tout cas,
Une étude en fait renvoie au fait que pour 56% des télétravailleurs interrogés, l'inconvénient principal était resté le management à distance, parce que la relation à son manager reste un enjeu vraiment particulier dans l'efficacité et la motivation au travail. Donc c'est important pour le manager de faire attention, entre autres, à 3 dimensions particulières. En particulier, le sentiment d'équité au sein de l'équipe. Ce sentiment d'équité, il va pouvoir le cultiver de différentes manières. Par exemple, en partageant un cadre clair auprès de tous les membres de l'équipe. Ce cadre clair, il va permettre de délimiter des responsabilités pour chacun, de délimiter des marges de manœuvre, de délimiter des plages de disponibilité où on peut se contacter les uns les autres, de délimiter les jours de présence dans le service, qui est là, quand, de manière à ce que chacun sache où on en est au sein de l'équipe, qui est là, qui fait quoi. Important également pour le manager de se faire aider. C'est pas parce que c'est lui qui manage que c'est lui qui doit tout faire et répondre à tous les besoins de son équipe. On a vu tout à l'heure effectivement que, par exemple, il peut se faire aider pour des questions techniques, informatiques, par une hotline dédiée, des choses qui n'ont pas à parasiter son activité de soutien, d'aide ou de facilitation de l'activité de ses salariés. C'est important également pour lui de valoriser les efforts de tout le monde, sachant qu'aucune situation n'est à envisager comme une situation privilégiée. Deuxième enjeu pour le manager, éviter le sentiment pour le salarié en télétravail de devoir rendre des comptes. On s'aperçoit effectivement très régulièrement que pour les salariés en télétravail, il est très facile de se sentir plus contrôlé que d'habitude. Et certains managers, effectivement, admettent que la tentation est plus forte de contrôler davantage en télétravail parce que justement, on ne voit pas ce que fait le salarié à un instant T. Alors qu'effectivement, lorsqu'on est dans les mêmes locaux, qu'on les partage, même si on ne voit pas effectivement son salarié, on a l'impression que comme on peut le voir, on sait ce qu'il fait. En tout cas, on le sait plus que quand il est en télétravail. Donc, important dans ces cas-là de définir quels sont les livrables à communiquer, quel temps je me donne, quels moyens je me donne, identifier éventuellement les blocages à la réalisation d'une tâche, de manière à ne pas les imputer à juste la distractibilité du salarié ou le fait qu'il puisse faire autre chose que son travail, de faciliter l'accès à l'information, même si les réunions en présentiel ne sont pas forcément aussi régulières, et de communiquer sur les avancements des projets en cours. Important d'être à l'écoute des remontées de difficultés. Par exemple, pourquoi pas pour ensuite ajuster la livraison de matériel pour faciliter l'aménagement, pour faciliter peut-être l'accès à différents outils. Et enfin, anticiper une charge de travail sur la semaine et non sur la journée. Parce qu'effectivement, en télétravail, on peut être amené à différents types d'imprévus. Et c'est important de pouvoir disposer de cette souplesse-là, d'aménagement de ces tâches sur un temps plus long que sur la journée. Troisième enjeu, renforcer le sentiment d'appartenance dont j'ai parlé, de manière à ce que le groupe ne se disloque pas. Les liens physiques, le regroupement physique facilite effectivement les liens sociaux. C'est pas parce que ce regroupement physique est mis en jeu dans le télétravail qu'il faut que les liens d'attachement psychosociaux se délitent. Donc, solliciter, pourquoi pas, les plateformes collaboratives, les tiers-lieux, les espaces de coworking où on se retrouve soit entre membres d'une même équipe, soit entre membres d'une même entreprise, même si ce n'est pas dans les locaux de l'entreprise, soit même avec des travailleurs qui peuvent faire le même travail que nous, mais dans une autre entreprise, enfin, pour une autre entreprise. En tout cas, l'idée, c'est de renforcer le sentiment d'appartenance à une population active. Prévoir également des moments de cohésion et d'appartenance en présentiel, qui seront renforcés par des temps peut-être un peu plus informels, où on prend le temps de prendre des nouvelles les uns des autres, de s'intéresser à la vie des uns et des autres. Et enfin, surtout, réguler très rapidement les représentations vis-à-vis des collègues en télétravail. C'est important d'être vigilant par rapport aux préjugés, aux mouvements peut-être d'envie. En tout cas, c'est important de se rendre compte que la personne en télétravail et la personne qui ne peut pas télétravailler ne vivent pas dans la même réalité,
peut-être qu'il y a des préconceptions, peut-être qu'on s'imagine qu'une personne est plus privilégiée que l'autre, et c'est important de réguler tout de suite ces représentations de manière à ne pas faire naître des clivages, ou en tout cas de ne pas permettre la création de clans au sein des équipes. Merci Magali pour tous ces conseils en management. Est-ce qu'il y a des choses particulières à mettre en place en termes de communication? Oui, tout à fait. En tout cas, être vigilant à certaines choses. D'une part, pouvoir préparer en amont la communication de manière à limiter, à la rendre la plus fluide possible. En particulier, le télétravailleur. Si on prend en compte que il est peut-être très concentré sur ses tâches, comme on l'a vu tout à l'heure, si on lui dédie des tâches particulières, l'idée, ce sera de lui permettre de se donner le temps de se préparer à différents, par exemple au temps de réunion. Il est important de lui envoyer les documents nécessaires en amont, de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance, en prendre lecture, parce que la réunion à distance n'a pas forcément la même qualité de communication que la réunion en présentiel. C'est également important de prévoir un temps, en tout cas de distribuer équitablement la parole. On sait qu'en présence, en public, certaines personnes sont plus ou moins à l'aise, et c'est exactement la même chose avec les outils de visio ou de téléconférence. On est plus ou moins à l'aise avec l'utilisation de certains outils et avec la prise de parole. Donc c'est important de veiller à ce que chacun, aussi bien en télétravail qu'en non-télétravail, on dispose du même temps, en tout cas de la même possibilité d'expression. Également important de prévoir des plans de communication qui soient à la fois collectifs, donc des réunions, mais aussi individuels, avec leur fréquence, de manière à ce que le salarié puisse savoir qu'il y a un temps qui me sera dédié pour parler à mon manager, un temps dans lequel je vais m'organiser. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Est-ce que c'est de la remontée d'informations? Est-ce que c'est de la réception de l'information? Est-ce que c'est de la distribution de consignes? Est-ce que c'est un échange plus informel? C'est très important de le clarifier rapidement. Important également dans le cadre de la communication d'être réactif et à l'écoute. Alors de toute façon, c'est toujours important, mais lorsqu'on est à distance, comme on ne voit pas ce qui se passe, on ne peut qu'inférer et interpréter ce qui se passe. Lorsqu'on va taper au bureau de son manager et qu'il est occupé, on sait qu'il est occupé, on sait qu'il est au téléphone, on sait qu'on pourra revenir dans 5 minutes pour tenter sa chance. Lorsqu'on est en télétravail et manager, lorsqu'il y a une situation problématique, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi il n'est pas joignable. Et c'est là que peuvent rentrer en jeu des interprétations peut-être parfois anxiogènes, que le manager ne veut pas se rendre disponible ou ne s'intéresse pas à notre situation. D'autant plus important d'être vigilant face à sa réactivité. Important également pour la communication de privilégier le téléphone ou la visio. Pourquoi? Parce que la communication humaine, elle se fait à différents niveaux. Il y a le niveau effectivement qu'on appelle lexical, c'est-à-dire la signification des mots, le message que je veux donner. Sauf que, en général, il est accompagné d'un deuxième niveau qu'on appelle plutôt socio-affectif, qui va être constitué de tout le non-verbal que je vais pouvoir y mettre. L'intonation, l'intensité, la charge émotionnelle, la tonalité en termes de positionnement et de comportement. Et cette charge socio-affective, lorsqu'elle est absente, par exemple, dans un mail, qui reste quelque chose d'assez objectif et d'assez froid, dénué en tout cas d'émotions, on se rend compte que les gens vont y mettre, avec ce qu'ils ont, une charge socio-affective. C'est très courant, par exemple, d'interpréter que lorsqu'on écrit en majuscule, en fait, on crie. On ne crie pas. La personne qui lit le message interprète qu'on crie. Donc, attention à la communication exclusivement par mail, parce que cette communication socio-affective, ce niveau socio-affectif dans la communication qui va être absent, objectivement, va de toute façon être posé dessus par un salarié, et on ne sait pas dans quel état d'esprit il va lire ce mail, et on ne sait pas du coup quelle interprétation il va en faire. Donc très important de privilégier quelque chose qui va englober un non-verbal quel qu'il soit, par le téléphone ou par la visio, et de réserver les mails pour finalement une synthèse ou un traçage de ce qui s'est dit. Respecter également le droit à la déconnexion, de faire attention à ne pas
solliciter le salarié en dehors de ses temps de disponibilité. Alors, dans la mesure du possible, ou en tout cas être très explicite sur le fait que si vous le sollicitez en dehors des temps où il est disponible, que vous ne souhaitez pas une réponse rapide. Si vous le sollicitez par exemple à 19h30 alors qu'il s'arrête de travailler à 18h parce que vous avez peur en fait tout simplement d'oublier de lui dire quelque chose ou de lui poser une question, c'est important qu'il sache très objectivement que vous n'attendez pas de réponse de sa part à cette heure-là. Parce qu'il est fort possible que le salarié ait du mal à déconnecter, qu'il ait vu votre message à 19h30 et qu'il se mette en devoir de vous répondre à 19h30 et qu'il se sente du coup derrière dans une forme de position d'abus, etc. Donc attention à ce phénomène qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, qui est en fait cette peur de perte de l'information et d'être à l'écart de l'information qui pousse les gens en fait à rester connectés même si on ne leur demande pas de l'être. Important en termes de coordination également de partager un calendrier à distance qui permette à chacun de prendre connaissance des projets de l'équipe et de leurs avancées. Alors, ce n'est pas pour que chacun commence à contrôler tout ce que font tous les autres, mais c'est vraiment pour, encore une fois, l'idée de rester intégré à un collectif de travail, de rester au courant de ce qui se fait dans son équipe, de ce que font les autres et d'avoir le sentiment de rester articulé à une équipe. Et puis, bien évidemment, prendre le temps d'un feedback pour recevoir ce que le salarié a à dire. Merci Magali pour tous ces éléments sur la communication. Tu as parlé plusieurs fois de confiance. Alors, on est un petit peu pressé par rapport au timing, mais je pense que ce serait vraiment important que tu nous parles un peu de la question de la confiance dans le télétravail. Oui, alors effectivement, la confiance, elle est très souvent, on la prend pour acquise lorsqu'on est physiquement tous ensemble. On a le sentiment qu'on sait à peu près évaluer notre niveau de confiance envers les uns, envers les autres. Il se trouve que la confiance, elle se constitue encore une fois de plusieurs dimensions. En tout cas, dans les relations professionnelles, on distingue la confiance technique qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un, donc sa confiance dans ses compétences et dans la maîtrise de la tâche, et également on distingue la confiance individuelle. Et là, ça va être la confiance, on va dire, plus empathique, la confiance qu'on va avoir dans l'implication de la personne, dans son engagement, dans l'amour qu'il a de son travail, en fait. Et lorsqu'on travaille à distance avec quelqu'un, c'est là où on s'aperçoit que même si la confiance technique est relativement simple à établir parce on peut relativement facilement évaluer la technicité de quelqu'un, la confiance individuelle, c'est un peu plus tendu. C'est un peu plus compliqué, on ne sait pas trop sur quels indicateurs la construire et lorsqu'on est à distance, eh bien, cette confiance peut faire défaut. Et c'est ce qui peut amener à des comportements peut-être de surcontrôle ou de mauvaise communication parce que cette confiance est fragile. Alors, c'est important de prendre en compte ces deux dimensions, d'essayer de les construire, mais également de s'assurer d'inspirer en retour aux salariés ces deux aspects de la confiance. C'est très important que le manager puisse, lui, faire preuve de technicité, de crédibilité dans ce qu'il fait et qu'il puisse lui aussi montrer qu'il est digne de confiance individuelle parce qu'il va se montrer empathique et il va être capable de se décentrer, c'est-à-dire de voir certaines situations non pas sous son angle de vue personnel, mais sous l'angle de vue des autres et qui va pouvoir se mettre à leur place. Attention également pour ce qui est de la confiance à la perte de fluidité dans la communication, tout ce qui peut être parasite, tout ce qui peut être problématique de réseau, tout ce qui peut être manque d'ajustement des niveaux d'information, ça peut être très important pour la construction d'une relation de confiance. Je pense en particulier à toutes ces informations qui peuvent circuler dans les couloirs de manière informelle. On a l'impression que tout le monde est au courant. Le télétravailleur n'est pas au courant parce qu'il n'a pas eu accès à cette information-là dans ces lieux-là. Également, la répartition et l'attribution des tâches doit rester cohérente. On sait qu'au sein d'une équipe, il y a ce qu'on doit faire qui est écrit dans notre fiche de poste et qui est prescrit. Et puis, il y a le travail réel qui est finalement le chevauchement de certaines missions, la souplesse, la capacité d'adaptation des uns et des autres, le fait que certains en font un peu plus, d'autres un peu moins. Tout ça, c'est très important de le réguler en télétravail. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en télétravail et qu'on a l'impression qu'il est moins facilement joignable qu'on doit moins le solliciter. Voilà pour cette partie sur la confiance. Attention également au glissement de rôle sur la prise d'ascendant.
Enfin, pour terminer cette présentation, Magali, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour maintenir la cohésion d'équipe en télétravail? Oui, je vais essayer d'être rapide. Donc effectivement, à peu près un tiers des salariés en télétravail pendant la crise Covid ont ressenti un sentiment d'isolement, pas forcément uniquement au niveau des relations managériales, mais aussi par rapport au fait qu'ils étaient séparés physiquement de leur équipe. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de maintenir ce sentiment de cohésion? D'une part, en faisant attention, en s'interrogeant sur le sentiment de surcharge, de maintenir des répartitions de tâches qui soient cohérentes et qui soient exactement les mêmes que si on n'était pas en télétravail, de manière à ce que personne n'ait le sentiment de perdre son rôle au sein de l'équipe. Faire attention à la gestion des mails. C'est vrai qu'on a souvent tendance à envoyer les mails au fur et à mesure qu'on pense à quelque chose, et puis ça peut très vite finir en peut-être des dizaines, des centaines de mails à la fin de la journée à gérer. Donc peut-être se discuter entre membres de l'équipe de comment on fait des mails. Est-ce qu'on se crée un mail par sujet, ou est-ce qu'on crée des mails qui vont récapituler toutes les questions qu'on a envie de se poser à la fin de la matinée ou à la fin de la journée? S'entendre sur des plages de disponibilité de manière à ce que le télétravailleur n'ait pas le sentiment d'être débordé sur sa pause repas ou sur ses pauses d'attention au sein de la journée. Tu l'as dit, Pauline, tout à l'heure, important de privilégier le télétravail pour des tâches qui vont demander peut-être une concentration importante et qui vont faire que le collectif de travail, même si en général c'est un vrai vecteur de soutien social et de motivation, parfois le collectif de travail, en particulier dans les open space ou dans les espaces où on se sollicite beaucoup, ça peut être vécu comme une contrainte lorsqu'on cherche à se concentrer sur une tâche ou lorsqu'on cherche à éviter les interruptions. Donc, important de capitaliser sur le télétravail pour ces tâches-là, en fait, dans lesquelles on a besoin de se sentir bien concentré dans sa bulle et sans possibilité d'interruption. Enfin, peut-être, pourquoi pas réfléchir à la création de temps informels pour maintenir une bonne ambiance, par exemple des cafés virtuels, des after-work virtuels pour commencer ou pour terminer sa journée. Il existe aussi des sessions, des cours de yoga ou de team building à distance, de manière à ce que les salariés d'une même équipe se retrouvent à faire autre chose. Attention cependant à la surutilisation des réseaux sociaux et des messageries instantanées type WhatsApp, Snap et compagnie pour une utilisation professionnelle. C'est facile, mais ça peut rapidement engendrer un sentiment d'intrusion dans la sphère privée. Enfin, rien n'interdit de prendre des nouvelles des membres de l'équipe en dehors des discussions autour du travail. Merci Magali donc, pour tous ces éléments. Est-ce que tu pouvais nous aider à conclure cette présentation? Oui, finalement, pour le mot de la fin, ce qu'on peut dire, c'est que le télétravail, en général, se révèle très avantageux tant pour l'entreprise que pour le salarié, puisqu'on a remarqué des gains en productivité, en efficacité et aussi en qualité de vie. En revanche, lorsqu'il est improvisé, lorsqu'il est forcé, pas discuté ou précipité, il peut se révéler source de grandes difficultés. Donc, on sait que l'environnement de travail, son aménagement ergonomique, même à la maison, et la prise en compte du rythme et des besoins physiologiques de chacun sont des facteurs clés pour maximiser son efficience. On a besoin de respecter son corps et son fonctionnement. Et la distance physique ne doit pas être synonyme de distance psychosociale pour être sûr que le télétravail est efficace. Le télétravailleur doit pouvoir éprouver des prérequis pour la performance d'une équipe. Ces prérequis, ce sont la fiabilité des membres envers les uns les autres, le sentiment de sécurité psychologique qui est en fait le sentiment que on est légitime au sein d'une équipe et on ne risque pas l'exclusion, la critique, le ridicule. Excusez-moi, j'ai un message qui m'empêche de lire le reste de la diapo. Le sens de l'engagement commun pour une même tâche. Enfin, le sentiment que son travail a du sens et que ce sens est partagé par tous les membres de l'équipe et qu'il existe une reconnaissance, à la fois une reconnaissance de son travail et une reconnaissance, on va dire, plus personnelle, plus humaine de ses qualités. Voilà. Merci Magali, merci à toutes les quatre pour vos interventions. Donc, cette présentation est terminée. Nous avons un petit peu débordé. Nous avons aussi bien noté vos questions. N'hésitez pas à nous faire part d'autres questions sur le mail info prévention si d'autres questions viennent au cours de
de la journée ou plus tard. Nous allons vous envoyer nos mails aussi dans la partie conversée, chacune. Comme ça, vous pourrez nous contacter. Mais la centralisation de vos questions par le site, le mail où vous vous êtes inscrit sera le plus simple et nous pourrons les récupérer facilement et donc vous répondre. Merci pour votre participation. Nous allons mettre fin à ce webinaire et nous allons bien sûr, il y a encore des personnes qui ont demandé, on va bien sûr vous envoyer le PowerPoint et répondre à vos questions par mail très rapidement.